Alors, bonjour, je m'appelle Jean Bramy, je suis médecin généraliste à Paris, conseiller technique à la Haute Autorité de Santé dans le service qui s'appelle Mission pour la sécurité du patient. Et je fais partie du comité de pilotage de l'étude ESPRIT à laquelle vous participez en tant que médecin investigateur. Alors cette étude, vous le savez, vise à produire des connaissances sur ce que l'on appelle les événements indésirables en médecine générale. On dit aussi événements indésirables associés aux soins. Et l'objectif de cette étude est d'avoir une première estimation de la fréquence des événements indésirables. Alors, quand on demande à des médecins de donner une définition de ce que c'est qu'un événement indésirable, les médecins répondent en général « un événement indésirable, c'est une erreur diagnostique ». Ou alors, un événement indésirable, c'est une réaction indésirable à un médicament. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus sur la définition. Or, si on veut que tous les médecins qui vont participer à ce travail déclarent les mêmes choses, il faut évidemment que l'item qui est observé, c'est-à-dire l'événement indésirable, soit bien défini. Pour dire autrement, vous êtes médecin investigateur au GROG, et donc quand vous déclarez les grippes, vous essayez de déclarer toutes les grippes. Mais en même temps, vous essayez de ne pas déclarer les tableaux où il y a simplement une rhinopharyngite, une bronchite ou même une pneumopathie. Il faut donc que la définition soit précise et soit identique pour tout le monde. Or justement, cette définition n'est pas si évidente. On va le voir tout à l'heure. Mais d'abord, pour fixer un petit peu les esprits, je vais vous donner quelques exemples d'événements indésirables que l'on peut rencontrer en médecine générale. Et après, je donnerai une définition plus en rapport avec l'étude ESPRIT. Alors, si vous voyez le premier exemple, donc vous donnez une ordonnance de paracétamol à un gamin de 1 an, et quand vous relisez l'ordonnance devant les parents, vous vous rendez compte que la dose de paracétamol est beaucoup plus importante que ce qui aurait dû être. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez ouvert, par erreur, le dossier de la mère. Un autre exemple, quelqu'un vous appelle parce qu'il a de la fièvre et parce qu'il ne se sent pas très bien. La secrétaire dit oui, venez dans 3 jours. Manque de peau, c'était une urgence, c'était une pyélonéphrite. Un troisième exemple, vous avez un patient tabagique, vous demandez un scanner thoracique et ce scanner thoracique est anormal, mais en réalité le scanner va être rangé dans le dossier d'un homonyme, ce qui fait que quand le patient va être en face de vous et que vous allez chercher le résultat du scanner, vous n'allez pas le retrouver. Là, dans cet exemple, le pharmacien vous appelle parce qu'il vous dit « Mais docteur, vous avez donné du Clamoxyl à votre patient, alors que le patient me dit qu'il est allergique à la pénicilline. » Alors, vous, évidemment, vous êtes confus, vous allez regarder votre dossier et vous allez chercher la mention « allergique à la pénicilline » et cette mention n'existe pas. Alors là, c'est un cas un petit peu compliqué, mais qui peut arriver aussi. Vous êtes en consultation, à un moment, le téléphone sonne. C'est un patient que vous ne connaissez pas très bien et qui, en plus, a un nom un peu compliqué. Alors, c'est un patient pour qui vous avez demandé un bilan d'IST et une sérologie HIV. Et il est au téléphone, il vous dit « Docteur, j'aime avoir mes résultats. » Alors, vous dites « Bon, écoutez, il n'y a pas de problème, l'HIV est négatif. Mais par contre, il y a une infection à chlamydia et j'aimerais bien vous revoir. » Alors le patient dit « Bon, d'accord, donnez-moi un rendez-vous. » Donc vous donnez vous-même le rendez-vous. Et comme le nom de ce patient est compliqué, vous lui demandez de l'épeler. Alors il épelle son nom et vous répétez derrière lui pour être sûr de ne pas vous tromper. Simplement, une fois que tout est terminé, vous vous rendez compte que la personne qui est en face de vous, elle a tout entendu et qu'elle sait qui est la personne et ce qu'elle a comme pathologie. Un autre exemple intéressant, et qui est réellement arrivé à un de mes collègues, mademoiselle E vient pour faire renouveler sa pilule contraceptive, vous lui demandez des examens complémentaires, et vous ne savez pas très bien pourquoi, mais il y a un dosage de PSA qui a été demandé, et évidemment le laboratoire d'analyse médicale va vous rappeler de façon un petit peu ironique pour vous demander pourquoi vous avez prescrit des dosages de PSA à cette demoiselle. Alors là, c'est un autre cas qui rentre dans le cadre des événements indésirables. Vous avez fait un frottis pour une patiente, ce frottis revient, il est anormal, et on vous demande de recontrôler le frottis assez rapidement. Et pour une raison diverse, parce que c'est des vacances, voilà, l'examen est rangé dans le dossier et le médecin ne le voit pas. 1 an après, la patiente revient
Et quand elle revient, vous sortez le dossier et vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et que finalement, peut-être que là, il y a du temps qui est passé qui était préjudiciable pour la patiente. Bon, là, c'est un monsieur qui a 50 ans, qui a une embauciatite, vous lui prescrivez du surgamme, et puis en fait, vous vous trompez dans le clic que vous faites avec votre logiciel, et finalement, c'est de la surgestone qui est imprimée. Évidemment, le pharmacien va vous rappeler aussi de façon ironique et pour vous demander pourquoi vous avez prescrit la surgestone à un monsieur de 50 ans. Et puis là, il y a 3 petits cas de vaccins. Le premier cas, c'est l'Angérix 20 que vous faites à un bébé de 2 mois au lieu de faire l'Angérix 10. Le deuxième cas, c'est le Priorix, et ça, je suis sûr que vous avez tous fait cette erreur. Vous avez oublié de reconstituer le vaccin, vous avez injecté le solvant et vous n'avez pas injecté le produit, et vous vous en rendez compte après. Et puis dans le troisième cas, vous devez faire un rappel Pentavac à un enfant de 18 mois, parce que vous, sur votre dossier, vous vous rendez compte qu'il manque. Vous faites le vaccin, et quand vous vous apprêtez à remplir le carnet de santé de l'enfant, vous vous rendez compte que ce vaccin a en fait déjà été fait par la PMI 3 jours avant. Tout ça sont des événements indésirables, et finalement, on pourrait multiplier ce genre d'exemples à l'infini, et la plupart d'ailleurs des études montrent que ces événements indésirables sont extrêmement fréquents. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la grande majorité des cas, en médecine générale en tout cas, il ne se passe rien, on se rend compte de l'erreur et on rectifie spontanément. Par exemple, dans le cas du paracétamol tout à l'heure, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous déchirez l'ordonnance et vous en refaites une autre. Dans le cas de l'allergie à la pénicilline, où le pharmacien vous a appelé, finalement, le pharmacien a intercepté l'ordonnance et le patient n'a pas reçu son Clamoxyl. Le pharmacien a joué le rôle de barrière. Et puis de temps en temps, comme par exemple dans le cas du frottis, eh bien, il y a du temps qui est passé, et peut-être que cet examen non lu pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour la patiente. Alors, qu'est-ce qu'on entend par événement indésirable? Les difficultés avec les définitions de l'événement indésirable, ça repose sur le fait qu'il y a beaucoup d'organismes internationaux qui ont donné des définitions, et il y a beaucoup d'équipes de recherche qui, pour les études qu'elles devaient faire, ont donné également des définitions différentes. Et par ailleurs, toutes les définitions ont été données, la plupart du temps plutôt, ont été données en anglais. Donc il faut les traduire en français. Vous pouvez imaginer que le niveau de confusion, voire même de jargonnage, si on peut dire comme ça, va augmenter. Donc je ne vais pas vous donner toutes les définitions qui existent, il y en a plus de 25, mais je vais simplement vous donner celle qui a été retenue par l'étude Esprit, qu'on va lire ensemble. Un événement indésirable est un événement ou une circonstance associée aux soins qui aurait pu entraîner ou qui a entraîné une atteinte pour un patient et dont on souhaite qu'il ne se reproduise pas de nouveau. Je rajoute simplement ceci, que l'événement indésirable est consécutif aux stratégies, aux actes de diagnostic, de traitement, de prévention et de réhabilitation, et pas à l'évolution naturelle de la maladie. Il faut bien comprendre que, par exemple, un patient qui présente un cancer et qu'il y a une complication en rapport avec son cancer, ce n'est pas de l'ordre de l'événement indésirable, mais c'est de l'ordre de l'évolution, entre guillemets, naturelle de la maladie. Alors, le niveau d'événement indésirable est intéressant parce que vous voyez que c'est une définition qui est assez large, et ça comprend à la fois l'événement indésirable grave qui va mettre en jeu le pronostic vital, et puis ce qu'on appelle le presque accident. Les Anglais appellent ça le near miss. Les Canadiens appellent ça l'échappée belle. En France, on parle d'événements porteurs de risque, EPR. C'est très intéressant parce que c'est un événement indésirable, mais il n'entraîne pas de préjudice pour le patient, car il a été récupéré à temps. Et encore une fois, l'exemple tout à l'heure du Clamoxyl qui n'a pas été donné, eh ben, c'est un événement porteur de risque, il a été récupéré. Le cas de l'ordonnance que vous avez déchirée, c'est un événement porteur de risque, il a été récupéré également. Et ce qui est intéressant avec l'événement indésirable, avec l'événement porteur de risque, c'est que d'une part, les événements porteurs de risque sont beaucoup plus nombreux que lorsqu'il y a quelque chose de grave qui arrive à un patient. L'analyse, du point de vue émotionnel en tout cas, est beaucoup plus facile. Il est évident que c'est plus facile de dire à vos collègues, vous savez, j'ai fait une erreur, je me suis trompé dans la dose de paracétamol pour un petit bébé, mais je me suis tout de suite rendu compte, j'ai déchiré l'ordonnance. C'est beaucoup plus facile que de dire, vous savez, j'ai fait une erreur et mon patient est mort. Et puis, l'analyse est aussi informative que celle des événements indésirables graves, parce qu'elle permet de repérer les barrières qui ont fonctionné. Et là, je voulais vous montrer donc le modèle du fromage suisse de James Frison,
James Reason est un psychologue de Manchester qui a proposé ce modèle. Donc dans un système, il y a des barrières, ces barrières présentent des failles. Chacune des barrières permet de récupérer les failles éventuelles de la barrière qui est en amont. Mais de temps en temps, tous les trous sont alignés, comme ici, et vous voyez que de temps en temps, il y a l'accident grave qui apparaît. Et pour un accident grave qui arrive, il y a plein de choses qui se passent et qui sont récupérées. Alors, on va terminer avec des conseils pour le recueil. Moi, je vous propose qu'avant la période de recueil proprement dite, entraînez-vous déjà à regarder, à observer votre pratique et à essayer de repérer tous les événements indésirables que vous allez trouver, que vous allez détecter. Je crois que c'est très important que vous ayez cette attitude un petit peu réflexive avant. La deuxième chose, c'est que le jour où vous allez commencer à récupérer les éléments indésirables, vous devez peut-être les marquer sur un petit carnet 2 ou 3 mots pendant la consultation, au fil de la consultation. Et à la fin de la journée seulement, vous reprenez les dossiers et vous essayez d'écrire exactement ce qui s'est passé. Parce que si vous essayez de tout de suite marquer l'événement indésirable, vous n'allez pas y arriver. Donc un petit carnet et vous marquez 2-3 notes au fil de l'eau. Et rappelez-vous, évidemment, on ne peut trouver que ce que l'on cherche. Voilà, je vous remercie beaucoup.